C'est un réel plaisir, amis téléspectateurs, de vous retrouver sur ce plateau de e-décryptage, la tribune des grands dossiers brûlants de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision, le deuxième numéro de l'année 2022. 3 sujets à la une de cette émission. Les violences dans le Sahel continuent d'endeuiller des familles. La région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, a été frappée par une attaque qui a fait 21 morts. Au Burkina Faso et au Mali, des attaques djihadistes ont également fait des victimes, alors que ces deux pays sont désormais dirigés par des hommes en tenue qui promettaient, dès leur prise de pouvoir, de trouver des solutions à la question du terrorisme islamiste. Et puis, les projecteurs de l'actualité internationale sont braqués sur l'Europe de l'Est autour de la crise russo-ukrainienne. Nous parlerons des conséquences économiques de ce conflit qui n'épargne aucun pays dans le monde. Dernier dossier relatif à la religion nous conduira au Malawi où l'Église catholique interpelle le président pasteur Lazarus Chakwera sur la corruption galopante dans son pays. Pour décrypter toute cette actualité, nous avons comme des traditions deux matières grises africaines pour parler donc de la politique africaine internationale. Je dirais 2 consultants de la politique africaine internationale sur ce plateau. Docteur Samuel Maté, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Bonjour. Plaisir partagé, Franck. Merci aux téléspectateurs. C'est un visage qui n'est plus à présenter, mais pour des questions de civilité, on va donc le faire. Vous êtes enseignant d'économie et conférencier international. Vous êtes également titulaire d'un doctorat d'État américain en économie. C'est bien cela? Tout à fait. En tout cas, merci de votre présence. Et puis ensemble, nous allons parcourir l'actualité africaine et internationale. Shalom, docteur Lago Mayul Alexa. Merci Franck, shalom. Alors, vous êtes titulaire d'un doctorat unique en droit public, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Doctorat unique. C'est juste au niveau des régimes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le régime de la thèse a évolué. Nous avions des thèses à double régime, c'est-à-dire des doctorats d'État et des doctorats de 3e cycle. Aujourd'hui, le régime est unifié et on parle de thèse unique. Thèse unique. C'est bien dit. Premier sujet de ce plateau de e-décryptage. Au Niger, une attaque djihadiste dans la région du Tillabéri et dans le sud-ouest du pays, près du Burkina Faso, a fait la semaine dernière au moins 21 morts. Au Burkina Faso, au moins 7 personnes, dont 4 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont péri dans une attaque dans le nord du pays. Les mêmes violences se sont répétées au Mali voisin. 2 plateaux qui, bien entendu, évidemment, nous interpelle la conscience africaine sur la capacité réelle des hommes en tenue au pouvoir au Mali et au Burkina Faso de contenir les assauts djihadistes pour la sécurité de leurs concitoyens. Alors, chers consultants, première question, en seulement quelques jours, l'on a assisté à un retour sanglant des assauts djihadistes dans le Sahel, quand des pays comme le Mali et le Burkina Faso ont renversé les régimes en place, celui du président Ibeka et de Roch Kaboré au Burkina Faso, pour les mêmes questions d'insécurité. Sommes-nous en droit de nous poser la question de savoir à quoi ont servi ces coups d'État si ces violences djihadistes continuent d'exister dans le pays? Docteur Mayul. Bien, merci. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui de rendre un hommage à mon maître, le professeur Abraham Gagui. Et pour revenir sur la question, ma pensée, c'est d'abord la définition du djihadisme. La définition du djihadisme qui opère par la violence et qui, pour moi, devrait être distinguée de ce mouvement qu'on appelle la djihad. Pourquoi les violences reviennent? Pour moi, il faut rechercher les déterminants sociologiques. Parce qu'on fait souvent trop vite de chercher des solutions un peu rapides, alors que derrière les phénomènes se cachent des raisons profondes. Comment ces mouvements djihadistes sont alimentés, comment le recrutement s'opère, et toutes ces questions-là pourraient permettre de mieux saisir la question et d'apporter des réponses appropriées. On va le faire rapidement alors, voilà. De façon très sommaire. Rapidement, lorsque nous remarquons comment ils opèrent, et avec plusieurs études, c'est généralement des populations à revenus faibles, des personnes vulnérables qui sont appâtées par ce que ces djihadistes-là, ces groupes-là,
proposent. Et ces personnes, parfois, n'ont pas d'autres alternatives. Les sociologues parlent d'anomie. L'anomie qui est un peu le fait de se sentir en perte de valeur. Et il y a déjà des groupes fragilisés de la sorte qui sont l'appât facile de ces djihadistes-là. Donc pour moi, en remontant en amont, on peut trouver des solutions plus durables. Sinon, je condamne effectivement... Alors donc pour vous, le retour du djihadisme est relatif à des questions sociologiques? Pour moi, la question est plus profonde. Elle est d'abord sociologique avant d'être juridique. Pas des raisons économiques aussi? Oui, économique aussi, puisque j'ai dit que c'est généralement des personnes à revenus faibles. Qui sont l'appât de ces groupes-là. Et donc, pendant qu'on cherche à régler cette question, il faut remonter en amont pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de sous-développement, aux problèmes d'emploi et aux autres problèmes connexes. Docteur Maté, partagez-vous ce point de vue de docteur Mayol? C'est en partie que je le partage, parce que, à votre question, le coup d'État n'a servi à rien. Ça, on est d'accord. Parce que les raisons qui ont été évoquées pour le coup d'État, que ce soit IBK et plus pour Europe, c'est que les tenants du pouvoir en ce moment ne prenaient pas toute la mesure de la chose vis-à- -vis des effets. Parce que si vous prenez par exemple le Burkina déjà, on vous dit au Burkina, il y a eu plus de 650 morts. Et au Niger, on avait eu plus de 250 morts. Mais ce qui est important à noter, c'est que ce n'est pas seulement le nombre des morts, on déplore le nombre des morts, mais c'est la population déplacée qui est encore plus grave. Donc, on peut se dire que ces coups d'État, pour moi, n'ont servi à rien du tout, puisqu'on se retrouve au même point. Mais le problème qui se pose ici, et c'est là peut-être que je rejoins en partie le docteur Lago, c'est de se dire que dans des situations pareilles, on se dit donc, c'est qu'on n'a pas traité la véritable cause, puisque le phénomène se répète. Donc, on n'a pas traité la véritable cause. Et donc, quelle est la véritable cause? C'est la grande question aujourd'hui qu'il faut se poser. Et nous savons que c'est une question qui est multiforme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes, n'est-ce pas? Mais après, c'est de se dire que parmi cette diversité de causes, quelle est la cause critique? Quel est ce bouton sur lequel... Selon vous, c'est laquelle cette cause? C'est laquelle, selon vous? La cause fondamentale? C'est l'économie, ouais. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on parle de djihadisme, quand on parle de terrorisme, comme je le dis dans certaines de mes conférences, c'est le pick-up, et ça s'achète. L'essence qu'on met dans le pick-up, les terroristes ou les djihadistes mettent dans le pick-up, ça s'achète. Et généralement, le schéma aujourd'hui a été su de tout le monde. Ils recrutent des jeunes, ils leur achètent des motos, ils leur enseignent comment tirer, comment faire une bombe, et ils leur donnent des per diem par jour. Et même dans certains cas, il paraît qu'on leur promet, si on vous tue, on va donner telle somme à votre famille. Donc, ils sont sécurisés. Donc, et tout ça, c'est de beaucoup d'argent. En un mot, les coups d'État n'ont-ils servi à rien? Ils n'ont servi à rien, Franck. Ils n'ont servi à rien. La question, moi, je pense que les coups d'État ne sont pas une solution. Ils sont d'ailleurs anticonstitutionnels. Et lorsque nous sommes il y a des coups d'État constitutionnels aussi. On a connu des coups d'État constitutionnels. Mais pour la plupart, le Burkina évoque un peu un mouvement de résistance patriotique qui serait venu défendre le peuple. Mais est-ce que ce regain de violence met à nu, j'allais dire, les insuffisances de ces régimes militaires au pouvoir? Bien sûr. Un militaire, pour moi, il est fait pour être dans les casernes. Un militaire, ce n'est pas fait pour diriger un État. Ce sont des hommes en âme, et on parle d'ailleurs de la grande muette. C'est-à-dire que leur place n'est pas dans les palais. Leur place, c'est plutôt dans les casernes. Dans les casernes. Docteur Maté, on reste toujours dans cet élan. Au Burkina Faso, on a vu mourir des supplétifs, 4 au total, supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste. Est-ce que ces supplétifs civils sont formés suffisamment pour faire front au djihadisme? En fait, la question pour moi ne se trouve pas à ce niveau. Moi, je suis un grand défenseur du service militaire, parce que le service militaire, c'est un des éléments qui a manqué à l'Afrique. Et si vous retournez en Europe, en France, c'est le service militaire qui a enseigné la discipline aux Blancs. Et ça, on a manqué de ça en son temps. Le président Houphouët, paix à son âme, a voulu introduire le service militaire en Côte d'Ivoire.
mais les gens ne l'ont pas compris. Il a été obligé de faire marche arrière. Donc, quand on prend des supplétifs, on prend des civils pour les entraîner, ça, ce sont des actions sporadiques. Et il faut tout un système. Parce que ce qui se passe dans les pays... Ce sont des formations accélérées aussi. Oui, mais le problème qui se pose ici, c'est que l'armée, c'est toute une discipline. Donc, prendre 3-4 personnes pour dire en 2-3 jours, en une semaine, on les forme et tout, ça ne va pas le faire. Donc, il faut toute une stratégie. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à nos États dans la lutte contre le terrorisme. Et depuis le 11 septembre, on n'a plus eu d'attentats sur le territoire américain parce qu'ils ont mis en place une stratégie. Nous n'avons pas de stratégie en Afrique, et quels que soient les pays, quant au djihadisme ou à la lutte contre le terrorisme. Docteur Mayol, la junte militaire au Mali fait encore parler d'elle. Elle a ordonné jeudi la suspension de RFI et de France 24 après la diffusion par ces médias d'informations selon lesquelles l'armée malienne, est impliquée dans les exactions de civils. Alors, que pensez-vous donc de cette décision du pouvoir malien de fermer ces médias français? Nous sommes dans des rapports entre États. Et entre États, les uns sont libres d'imposer ce qu'ils veulent aux autres dans la courtoisie de la diplomatie. Donc déjà, c'est leur droit de le faire parce qu'ils estiment, ils ont certainement des griefs contre ces médias. Cela m'amène à soulever une question un peu plus élevée, qui est celle du rôle des médias dans la gestion des crises. Et ça me fait penser un peu à l'épisode du Rwanda avec la radio Mille Collines. Voilà, cette radio-là qui a été au devant de ce qu'on a appelé le Hutu Power, qui encourageait, qui après avoir commencé timidement, est allé crescendo en encourageant, en donnant même des noms de personnes à détruire et à tuer. Donc cela soulève la problématique du rôle de la presse, dans la gestion des crises ou même dans la gestion politique, dans la gestion économique. Quel devrait être, selon vous, ce rôle? Non, la presse, selon nous, devrait être citoyenne. Elle devrait respecter les valeurs fondées sur le civisme. Et la presse, pour moi, doit être neutre, ni partisane. Elle doit être éclaireur. Elle doit pouvoir éclairer la société. Mais en quoi la dénonciation de ces exactions ne serait pas des actes citoyens? Je rappelle sur la question que ce n'est pas uniquement des civils qui ont été tués, parce que le rapport que vous évoquez parle également de djihadistes qui sont La Russie mène une offensive militaire. Voilà, donc vous voyez déjà là, c'est une vérité 2022. Un peu, je pourrais dire à moitié. Parfois, la presse peut être instrumentalisée et passer le message qu'elle souhaite faire entendre. Donc déjà, cet exemple-là montre qu'il faut rester dans la neutralité des faits. Docteur Maté, France 24 RFI fermé à Bamako pour des raisons d'information, j'allais dire, infondées selon le régime malien. Que pensez-vous de cette décision de Assimi Goïta? Ben, écoutez, il y a 3 choses à savoir. La première, c'est que les Occidentaux, et quand j'étais en France, les Occidentaux n'ont jamais laissé passer, autant que les pays africains le font aussi librement, les médias africains en France et dans les pays occidentaux. On se rappelle de l'épisode d'Africa numéro 1, mais qui a été après anéanti. Et notre ami qui a créé Africa 24, il a eu tous les problèmes du monde en s'installant en France. Donc il y a toute une politique non dite d'anéantir ou de ne pas donner la liberté aux Africains qui veulent créer des médias dans les pays occidentaux. Ça, il faut le dire. Et il est clair que si on vous demande de pointer le nombre de médias africains installés en France ou en Occident, ça, on va y passer du temps. Donc, à cet effet, le rapport est asymétrique. Le rapport est asymétrique. Et comme l'a dit le docteur Lago, l'information, les médias ont une puissance. On a vu ça dans le cas du Rwanda. Ils ont une puissance de manipulation et on peut les manipuler. On parle de 4e pouvoir aussi, les médias. Oui, c'est le 4e pouvoir. Ils peuvent servir, ils peuvent être instrumentalisés. Et c'est pour ça que les Occidentaux en sont conscients et qu'ils installent leurs éléments dans tous les pays. Maintenant, le problème, que comme c'est asymétrique,
quand on supprime ou on interdit, de l'autre côté, on n'a pas le choix, au fait. On n'a pas d'éléments pour influencer les Européens. Même en France, quand il y a eu des Africains comme le fondateur d'Africa 24 en France a essayé d'installer des médias africains, les Blancs ne regardaient pas. Ils n'écoutaient pas. Ils ont fait un sondage. Jusqu'à 99% des Français ne regardaient pas Africa 24. Donc, alors que... C'est peut-être la qualité de l'information aussi. Est-ce que ces informations sont dirigées vers les citoyens français? Non, en fait, pour eux, c'était marginal. Et ça ne les intéressait pas de savoir ce qui se passe en Afrique. Donc, nous avons ce problème alors que dans nos pays, les nationaux vont jusqu'à rejeter l'écoute ou à boycotter la radio nationale. Mais voilà le problème auquel on se confronte. Donc, il faut absolument que ça soit inverti et ça demande toute une politique. L'ONG Human Rights Watch a publié donc un rapport qui a d'ailleurs été diffusé par les médias France 24 et RFI. Ce rapport parle donc de ces exactions contre les civils. Pourquoi c'est seulement maintenant que ce rapport est publié par Human Rights Watch au moment où Bamako et Paris consomment le divorce? Moi, j'ai consacré dans ma petite vie une bonne partie à la lutte pour la promotion des droits de l'homme. Je peux vous dire un peu que élaborer un rapport demande toute une procédure qui est parfois un peu fastidieuse. Maintenant, on se demande pourquoi maintenant, ça ressemble à une coïncidence. Voilà. Sur la question, je pense qu'il faut aller dans les arcanes du rapport pour voir que le rapport n'a pas seulement incriminé l'une des parties, mais ce rapport a incriminé les deux parties. On peut simplement s'offusquer du fait que ce soit maintenant et le moment présent peut contribuer un facteur pour enliser effectivement la situation vu l'audience que Human Watch, cette ONG a. Voilà, donc sous ce angle-là, on peut le déplorer. Docteur Maté, pourquoi seulement maintenant la publication de ce rapport? Ben, écoutez, il est difficile de statuer sur pourquoi maintenant, comme il a dit, parfois les rapports, si on veut regarder qu'il y a de la sincérité, on peut se dire que le rapport maintenant, parce que toutes les procédures de validation, etc., parce que ce sont des rapports qui ont des impacts assez importants sur des classements et tout, etc., mondiaux. Et en même temps, si on se dit qu'il y a un peu de l'instrumentalisation, le rapport pouvait être accéléré pour justement porter préjudice aujourd'hui, parce que comme, encore une fois, vous l'avez précisé, Human Rights Watch est crédible, est très écouté, est très lu. Et donc ça met en porte-à-faux en même temps le Mali par rapport à tout ce qu'il y a comme acteurs qui auraient pu aider le Mali. Parce que quand on commence à te citer dans ces rapports, c'est que tu es vers une tendance de crime contre l'humanité et tout, etc. Et les gens commencent à s'éloigner de toi. Donc il y a aussi cet impact qu'il faut voir et qui peut être exploité ou instrumentalisé. Le Mali retrouve sa place de premier producteur de coton en Afrique avec une production de 760 000 tonnes au titre de l'année 2021. Est-ce que ce résultat est le signe d'une tranquillité progressivement retrouvée au Mali? On peut l'analyser ainsi, mais il faut savoir que l'économie est liée à la politique, laquelle est liée également au social. Donc, on peut déjà se féliciter de ces statistiques-là, mais sans négliger effectivement la résolution de cette crise politique qui pourrait tout de suite faire perdre ces beaux résultats, ces résultats encourageants. Donc, c'est un peu ce que je pouvais dire sur la question. Docteur Maté, 760 000 tonnes, le Mali, grande réalisation, grand producteur, reprend sa place de leader de production du coton en Afrique, signe d'un retour de l'économie malienne? Mais écoutez, il faut faire attention à ces chiffres. Il faut beaucoup faire attention à ces chiffres parce que quand on donne des chiffres comme ça, dans le secteur agricole, c'est un processus au fait. C'est-à-dire que quand vous plantez votre cacao, vous n'avez pas en même temps la récolte. Vous avez la récolte peut-être 6 mois, 12 mois après, 18 mois après. Donc quand on parle de la récolte de coton, sachez que ce sont des choses qu'on a plantées il y a un certain nombre de temps. C'est vrai que... Mais les bornes sont bien définies, 2021, 2021, 2022.
Oui, mais c'est qu'il y a eu une anticipation, parce que ce sont des choses qui sont vendues sur le marché à terme. On ne va pas revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un décalage entre le temps de collecte de plantes et le temps où il y a eu tous ces événements. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, ça ne veut pas dire que ça va continuer. C'est ce que je voudrais dire. Ce n'est pas parce qu'on entend la récolte a été bonne 2020-2021 que ça va continuer. C'est que c'est une récolte dont ce n'est que les fruits d'actions qui ont été posées en 2018-2019. Okay. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, j'ai pas fini. Donc, en ce sens, c'est un peu difficile. Et deuxième chose à savoir, c'est que le problème en Afrique, c'est pas... Et il faut qu'on arrête de se focaliser sur on a fait 1,4 million de tonnes de cacao, non, c'est la transformation qui est importante. C'est un autre débat, docteur. Oui, mais le débat est lié, parce que quand on va passer notre temps... Dans le cas malien, il faut quand même saluer cette performance. Oui. Ah non. Docteur, on salue cette performance quand même. On la salue. Dans une situation aussi difficile, calamiteuse, le Mali sort avec 760 000 tonnes de production de... Pauvre. Oui, mais c'est quand même à saluer, mais il faut maintenir ces résultats dans la durée, comme je le dis. Et pour les maintenir dans la durée, le climat politique. Donc vous êtes d'accord qu'on salue quand même ce résultat? Il faut le saluer. Il faut saluer ce résultat. Il faut quand même saluer ce résultat. C'est un pays pauvre. D'accord. Alors, nous parlons toujours du Mali. Assimi Goïta, le chef de la transition malienne, est invité par la CEDEAO, a été invité par la CEDEAO à une session extraordinaire, mais l'homme a décliné l'offre. Raison pour vous? La CEDEAO est un mécanisme de règlement des conflits, un mécanisme juridique. Donc, elle est dans son rôle lorsqu'elle invite. Et parce que la diplomatie, aujourd'hui, c'est la voie privilégiée pour résoudre les conflits. Maintenant, pourquoi M. Assimi ne va pas? Il aurait pu saisir cette perche également. Justement, puisque c'est une tribune qui lui permet de rencontrer les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et d'exposer le problème malien, justement. Le problème. En ce sens-là, je déplore effectivement sa décision. Voilà, Docteur Maté. Non, effectivement, je partage sur ce point précis l'avis du docteur Lago. J'ai vu sur Internet beaucoup de gens qui disaient oui, s'il y va, on va l'arrêter, on va le tuer, etc. Ce sont des blablabla, comme on le dit. Parce qu'on ne peut pas arrêter un chef d'État, quelqu'un qui vient, et il vient avec sa sécurité. Est-ce que vous voyez? Je confirme que ça aurait été une très belle tribune pour lui, de pouvoir, de vive voix, exposer discuter, pour une bonne fois, etc., et pouvoir convaincre les gens. Okay, il a raté une occasion, et je ne sais pas qui le conseille, mais des conseils... La dernière question va s'adresser à l'économiste que vous êtes. La Cour de justice de l'UEMOA a ordonné la suspension des sanctions prises contre Bamako par la CEDEAO. Quel commentaire? Ben, écoutez, un système à deux vitesses, à quoi cela sert-il? Quand ça arrange les États, quand la Cour de justice prend des décisions, quand ça ne les arrange pas, ils disent « niet, on ne le suit pas ». Et quand ça les arrange, ils font le pressing, le forcing pour qu'on applique ces résultats. Ce qui fait que ça décrédibilise même l'institution. C'est là le vrai problème. Le problème n'est pas en fait de se dire que oui, les sanctions sont injustes, parce qu'effectivement, dans les textes, que ce soit de l'UEMOA. Est-ce que vous pensez que la suspension de ces sanctions pourrait aider le Mali à se repositionner? Mais le problème n'est pas si la suspension de ces sanctions. Le problème est si ils vont l'appliquer. Parce que le problème, c'est que... C'est quand même des institutions sérieuses, docteur. Non, mais quelle institution sérieuse? Je peux vous dire que les institutions de justice ont un véritable problème dans l'exécution de leurs décisions. Voilà, très souvent, elles prennent des décisions. On peut saluer. Mais qu'est-ce que pourrait freiner cette décision de la Cour de justice? Oui, dans l'exécution. Oui, l'exécution dépend de l'État. L'État pour qui cette décision a été prise. C'est pour le Mali? Ça dépend de plusieurs facteurs également. Un seul exemple de facteur au Mali qui pourrait empêcher, un seul facteur, de suspendre, de pouvoir appliquer cette décision. C'est la volonté politique.
D'accord. La volonté politique. C'est votre point de vue. Deuxième sujet, amis téléspectateurs, à cette tribune de e-décryptage. Un mois de conflit et les conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne se font déjà sentir au niveau mondial. La flambée des prix de l'énergie et des matières premières ajoute à la poussée inflationniste que connaissait déjà le monde avant l'offensive russe en Ukraine. Le portefeuille des citoyens, tant en Afrique, en Europe qu'en Amérique, subit les affres de cette guerre. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, prévoit ou prévient qu'entre 8 et 13 millions de personnes pourraient souffrir de famine dans le monde. On en parle juste après cette vidéo. La Russie mène une offensive militaire contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Un conflit aux conséquences économiques mondiales. Le conflit risque de coûter gros à la croissance mondiale en un an si ses effets sur les marchés énergétiques et financiers s'avèrent durables, a averti l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le choc vient essentiellement de la hausse des coûts de l'énergie, le pétrole ayant déjà augmenté de 20% contre 80% pour le prix du gaz depuis une semaine. Le Brent est passé de 91 $ à 111 $ et le prix du spot du gaz en Allemagne, par exemple, est passé de 95 € MWh à 175 € MWh. Il en va de même avec un certain nombre de métaux pour lesquels la Russie est un producteur majeur comme le palladium, le vanadium ou le titane. Des métaux indispensables notamment pour les industries automobiles et aéronautiques. L'Ukraine est un gros exportateur de blé, 36% des échanges mondiaux de blé et 80% de l'huile tournesol passent par la mer Noire dans le sud du pays. Les chaînes d'approvisionnement vont subir de nouvelles désorganisations qui vont générer la hausse des coûts de production. Selon le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, les effets à court terme sur l'économie américaine de l'invasion de l'Ukraine, les sanctions et les événements à venir sont très incertains. Il reste donc difficile de prédire les effets secondaires de cette crise, précise-t-il. Sous les tropiques africaines, de nombreux pays souffrent déjà des retombées économiques de l'invasion russe en Ukraine. La hausse des prix du carburant et celle des prix des produits de première nécessité font craindre une aggravation de la pauvreté sur tout le continent. On le voit aisément, la crise russo-ukrainienne pèsera de tout son poids sur l'économie mondiale. Voilà, c'est un élément de la rédaction de Lumière du Monde Télévision commenté par Roland Sambo. Nous allons donc parler des conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne. Alors, cette crise provoque 3 chocs. Un choc gazier, un choc pétrolier, également un choc alimentaire. Le monde est-il aussi dépendant de la Russie en termes d'exportation de gaz et de pétrole et de produits céréaliers, parlons donc des produits des productions ukrainiennes. Est-ce que le monde est vraiment dépendant de ces deux pays ? Moi, j'ai plutôt une autre démarche. Parce que très souvent, face au phénomène, on prend très vite le malin plaisir de tirer des conclusions. Dans la démarche scientifique, il faut procéder d'abord par des enquêtes. Le phénomène est récent et tout de suite, on tire les conclusions. Aucune étude n'a été menée pour voir l'impact. Maintenant, on peut s'appuyer sur des indicateurs. C'est pourquoi moi, je les appelle des scénarios. Parce qu'en matière de gouvernance aussi, il y a la prévision, la prévisibilité. Donc, je l'inscris dans la dynamique des prévisions. Lorsqu'on voit les statistiques en termes d'exportation de ces différents produits, on peut effectivement craindre dans certains secteurs, selon moi, mais pas dans tous. On peut craindre peut-être dans certains secteurs, comme le gaz, puisque nous dépendons, pour ce qui concerne certains pays d'Afrique, nous dépendons de l'Europe dans une certaine mesure. Est-ce que cette situation vous fait prendre conscience que le monde dépendait à plus de 60% de ces deux pays? Non, je ne partage pas ça. Je trouve que c'est un peu exagéré. Ça me fait penser à la crise de la Covid. Tout de suite, on a vite fait de dire que ça sera la catastrophe en Afrique et tout cela. Mais après, on a vu que c'était des prévisions alarmistes. Mais voilà. Docteur Maté, au regard des résultats, des conséquences économiques aujourd'hui de cette crise russo-ukrainienne sur les pays du monde, est-ce qu'on est en droit de se dire
ah tiens, donc le monde dépendait aussi fortement de ces deux pays? Mais bien sûr, il dépendait de ces deux pays. Et non seulement il dépend de ces deux pays, mais les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est 1, l'inflation, et 2, c'est la pauvreté, et 3, c'est les remous sociaux. Donc vous allez vous rendre compte que l'Afrique sera le plus durement atteint, en fait. Parce qu'on vous le dit dans l'élément que vous avez montré, le prix du gaz a pratiquement doublé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Déjà, quand on augmente de 10 francs ou de 25 francs le prix de l'essence, vous voyez comment les gens se plaignent. Parce qu'on vous dit que quand le prix du carburant augmente de 10%, il faut espérer une inflation entre 20 et 30%, le double. Parce qu'il y a des coûts afférents et des coûts indirects et des coûts indus. Donc, ce qui se passe ici, c'est que véritablement, avant de lancer avant de lancer les sanctions, parce que c'est la Russie qui a commencé la guerre. Et c'était une situation qui est un peu difficile aussi, parce que la Russie a commencé la guerre, mais la Russie se justifie pour se dire que durant la période de Cuba, moi je me suis retiré, vous voulez installer des missiles à ma porte, vous devez aussi vous retirer. Vous ne voulez pas vous retirer, ça va faire des années, je vous dis, de vous retirer, vous ne voulez pas, alors j'annexe. Donc, c'est une situation difficile où on se dit qui a tort, qui a raison. Mais les faits sont là, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre, il ne peut plus produire, premier producteur mondial d'huile de tournesol, troisième producteur de blé, etc., etc. Donc, le monde dépend donc fortement de ces deux pays. Alors, les ménages africains se plaignent aujourd'hui de la cherté de la vie, dont, ce n'est que le début. Dont l'une des premières victimes est le panier de la ménagère. Faut-il lier cette situation à la crise ukrainienne? Personnellement, moi, je ne lis pas cette situation à la crise ukrainienne parce que nous sommes dans un contexte mondial qui souffre même de hausse des prix, qui est lié d'abord à la Covid. Donc, il y a un précédent. Il y a un précédent qui est la Covid et nos économies également ont fait l'effort de riposter. Mais là, je ne pense pas que nous soyons si liés. Peut-être dans certains secteurs. Peut-être dans certains secteurs. Et c'est d'abord l'Europe. Pour moi, il faut faire attention un peu aux perceptions européennes. Si vous me le permettez, quand je prends par exemple le secteur comme l'environnement, très souvent, les Européens ont un problème pour leur croissance. Ils se rendent compte que leur croissance produit des effets négatifs sur l'environnement. Ils créent la question du développement durable pour la protection de l'environnement. Mais la dialectique n'est pas la même. La problématique n'est pas la même. Un Africain, par exemple, lorsqu'il veut protéger l'environnement, pour faire un peu cette digression, ce n'est pas parce que dans 4 ans, 5 ans, il aura un cataclysme. D'abord, nous, ce qui compte, c'est les perceptions au plan de la sacralité de l'environnement. Donc, très souvent, certains concepts européens, occidentaux, sont vite faits d'être répercutés automatiquement en Afrique. Donc, moi, en clair, il ne faut pas donc rapprocher cette on peut le faire, mais pas directement. Pour moi, c'est sectoriel. Ce n'est pas total. Ce n'est pas total, bien entendu. Docteur Notamment Maté, dans le secteur du gaz, dans une certaine mesure, pour les produits agricoles et tout cela, nous avons assez de cultures vivrières. La Côte d'Ivoire a un plan national d'investissement agricole. Nous aurons l'occasion de parler de ces solutions tout à l'heure. Docteur Maté, faut-il lier cette situation d'inflation aujourd'hui en Afrique? Les ménages africains s'en plaignent énormément. Faut-il lier cette situation à la crise russo-ukrainienne aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que déjà, vous regardez qu'en Égypte, le prix du pain a augmenté de 30%. Parce que les 3 ou 4 grands pays... Des pays comme au Cameroun également? Oui. Le pain est vendu à 200 francs au lieu de 150? Ouais, c'est-à-dire qu'en économie, il y a 2 choses qu'on touche et qui créent une inflation. L'inflation étant l'augmentation généralisée des prix. Il y a 2 choses qu'on touche en économie. Si vous touchez le carburant et si vous touchez un aliment ou un ingrédient de base. Si vous touchez le carburant, parce que tout est à la base de carburant. Le déplacement des marchandises, de la nourriture d'un point A à un point B, ça pue sur le carburant. Et quand le camion, son carburant augmente, il va augmenter automatiquement le coût du transport. Donc c'est pour ça qu'on vous dit en économie que le carburant ou le prix du Brent est le fondamental de l'économie et de l'inflation. Donc on est affecté. On est affecté directement et indirectement parce que la Russie produit du pétrole et un des plus grands producteurs de pétrole. La Russie produit du gaz également. Est-ce que vous voyez? Donc, et non seulement cela,
Mais cette guerre paralyse, parce que vous allez entendre parler d'espace aérien à bloquer, interdit de vol. Mais dès que vous interdisez de vol sur un espace aérien, les prix doublent. Parce que l'avion qui devait venir d'Abidjan directement à Paris est obligé de passer par Qatar pour aller. Et quand il passe par Qatar, ça voudrait dire qu'il perd plus d'essence. Il va consommer plus d'essence. Et donc, ça voudrait dire, deuxièmement... De kérosène. De kérosène. Mais ça voudrait dire, deuxièmement, que cette compagnie aérienne qui faisait 5 vols par jour ne peut plus le faire. Parce que s'il doit passer par le Qatar, et le temps qu'il va perdre, il va passer à 2 vols par jour. D'où l'augmentation des tarifs, c'est bien cela? Exactement. Donc, vous voyez, tout augmente et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, le docteur Lago a parlé de... On a tout ici, c'est vrai, on a tout. Mais on n'a pas la volonté politique. On en parlera, docteur. Okay. Les Nations Unies annoncent la catastrophe en Afrique si ce conflit perdurait. Je cite Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il dit un ouragan de famine va s'abattre sur certains pays du Sud parlant des pays africains. Docteur Maté, vous avez la parole. Mais c'est évident. Le docteur Lago parlait. Mais on a entendu cela aussi au moment de la Covid. Non, c'est différent pour la Covid. C'est différent pour la Covid. La Covid, c'était une prévision. Mais l'Africain était naturellement doté d'anticorps par le soleil. Ah bon? mais de dire que sur ce cas, parce qu'en fait, la Covid est venue lancer et la crise ukrainienne est en train d'accélérer les choses. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, effectivement, on a eu des politiques. Moi, j'ai participé à la rédaction du PND, du Programme national de développement de la Côte d'Ivoire. J'ai été le chef de projet de la rédaction de la politique industrielle de la Côte d'Ivoire. Donc, je sais de quoi je parle un peu. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que on a eu effectivement des choses pour développer la banane plantain, les farines, etc. Mais dans la pratique, la volonté politique a manqué pour massifier ces projets. Ces projets, parfois, ont été tués dans l'œuf. On avait un projet de créer des piscicultures, des pôles de pisciculture dans chaque région. Ça a été tué par des ministres qui avaient des contrats. Bon, ça n'engage que vous. Donc, la solution serait-elle donc africaine pour faire face à cette inflation? Mais on a une solution. La solution pour les leaders africains, c'est de s'asseoir. C'est de s'asseoir et de pouvoir laisser le secteur privé émerger et les encourager, n'est-ce pas, à faire ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire. C'est-à-dire de faire de la farine de banane plantain, de faire de la farine de manioc, d'imposer des produits agricoles ici en Afrique. Il faut alors cette volonté politique. C'est bien compris, docteur Maté. Docteur Mayol, votre avis sur la question. Guterres parle d'un ouragan de famine qui va s'abattre sur l'Afrique. Est-ce que selon vous, la solution serait africaine, parlant de nos produits locaux qui doivent être transformés? Effectivement, moi je suis plus mesuré. Indépendant vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident. Moi, je suis beaucoup plus mesuré parce que je pense qu'il faut puiser dans nos ressources internes. Il faut puiser dans nos ressources internes. Et nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons beaucoup d'atouts qui peuvent nous permettre de rebondir. Donc, il faut être, selon moi, mesuré effectivement sur la question, tout en ne la négligeant pas. Donc, tout dépend de notre système de riposte, mais qui, pour moi, doit être ancré sur des solutions endogènes. Et ces solutions endogènes seraient-elles de développer l'industrie, la transformation locale des produits sur place? Tout à fait, diversifier les cultures vivrières. C'est en cela que nous avons un plan national d'investissement agricole. Nous avons de beaux tests. Mon confrère y a participé, donc je pense qu'il faut les mettre en application. Surtout que ces tests et ces plans sont rédigés par des experts en tenant compte des contingences nationales, des réalités sociales. Donc, c'est des tests, nous avons déjà des instruments, et ces instruments étaient présents avant la crise en Ukraine. Donc, pour moi, il faut appliquer tout ce que nous avons mis. Il faut craindre aussi, si cette guerre perdurait, les ménages africains, il faut craindre le pire? Oui, c'est pourquoi très tôt, il faut déjà chercher des plans de riposte. D'accord. Pour cela, je rejoins le docteur Maté parce qu'il faut déjà une prise de conscience et il faut que les dirigeants s'asseyent pour pouvoir véritablement entrevoir ce plan de riposte qui, pour moi, reste tout d'abord
endogène. L'actuelle crise énergétique n'ouvre-t-elle pas la voie de façon subtile, opportuniste à la transition écologique dans le monde, ce monde en proie aujourd'hui au réchauffement climatique? Déjà, la transition écologique, il faut dire qu'elle n'est pas qu'énergétique. Lorsqu'on parle de transition écologique, c'est le changement de nos modes de production. Donc, on le trouve également... circonscrit à la question énergétique. Et circonscrit à la question énergétique, on peut craindre, et la question énergétique, effectivement, est un enjeu actuel. Et je pense que ces situations-là doivent amener les États africains à y réfléchir de manière plus profonde. D'accord, c'est bien compris. Donc, je le partage. D'accord. Docteur Maté, est-ce qu'on peut déjà penser à la transition écologique devant cette crise énergétique dans le monde? Bon, il faudrait distinguer deux choses ici. Et généralement, on vous dit que quand il y a une avancée technologique, il y a deux raisons. La première raison, c'est que des experts, des chercheurs dans un laboratoire créent, inventent et puis donnent à la population. La deuxième cause, peut-être que la population est poussée à bout par les circonstances et est obligée de réfléchir par elle-même pour trouver des solutions. Et je pense qu'on est dans ce deuxième cas. La création n'est des contraintes. Oui. Et donc, la Covid, par exemple, a forcé beaucoup de gens à adopter les technologies, à adopter, n'est-ce pas, le travail à distance. Aujourd'hui, je lisais la dernière fois, la BAD, pour ne pas faire la publicité, a commencé à offrir des stages virtuels, ce qui était impossible à penser avant. D'accord. Mais donc, ceci donne l'occasion, parce que quand on vous dit que le prix du gaz a doublé en Allemagne, ce n'est pas de la plaisanterie. Parce que le salaire ne va pas doubler. Si le salaire a trop augmenté, c'est 10%. Donc, la pauvreté va augmenter. Dans le pire monde. en Afrique. Ça, c'est chez les Occidentaux. Pourquoi pire en Afrique? N'est-ce pas un afro-pessimisme, docteur? Parce que moi, j'ai participé à des plans. J'ai rédigé plusieurs plans. Oui, parce que l'Afrique est toujours indexée. En Afrique, ça s'est rapide, parlant de la Covid. Aujourd'hui, la crise ukrainienne, le même son de cloche. Ça a été jeté dans des tiroirs. Les Blancs ont plus d'anticipation. Justement. Non, les Occidentaux ont plus une capacité d'anticipation par rapport aux pays africains. Quand la Covid s'est passée, qu'est-ce que nous, on a fait? On a couru pour aller chez les Blancs pour demander de l'aide. D'accord, docteur Maté, il nous reste 9 minutes. Oui, mais ce que je voulais dire rapidement, c'est pour dire que pour cette transition écologique, j'ai regardé la dernière fois un immeuble en Suède où tout l'extérieur était fait de panneaux solaires. Ça doit nous pousser à réfléchir. Ça doit pousser à la volonté politique. C'est un autre débat, docteur Maté. Dernière question sur la crise ukrainienne, mais vraiment, je souhaiterais que vous y répondiez de façon très brève. Est-ce que l'éventuelle victoire de Poutine dans cette guerre serait-elle le signe de la fin de l'oligarchie occidentale qui a régné pendant des siècles sur le monde? Rapidement. Pour moi, il est clair que les pôles se disloquent dans les relations internationales et qu'on assiste à la création d'un nouveau pôle avec la Russie qui sera certainement rejointe par la Chine. Donc, on peut faire cette analyse. Docteur Maté. Il y a un signe très important qu'il faut noter. Il paraît que la Russie, 20 secondes, Russie a commencé à vendre son pétrole en roubles, alors que toutes ces transactions étaient exigées en dollars. C'est un premier signe dangereux pour les États-Unis. Bien entendu. Bien voilà, troisième sujet de votre émission e-décryptage. Nous sommes au Malawi. Dans une déclaration de sa commission justice et paix, l'Église catholique du Malawi, pays de l'Afrique australe, a dénoncé l'incapacité du gouvernement à tenir ses promesses ainsi que sa mauvaise gouvernance et son népotisme. Les évêques de l'Église catholique ont mis leur plume à contribution pour interpeller le président pasteur Lazarus Chakwera à plus d'action. L'Église doit-elle s'inscrire dans un discours régalien au point d'interpeller les hommes d'État? Le faisant, les évêques catholiques ne s'assigneraient-ils pas de nouvelles responsabilités? On en parle juste après cette vidéo. Au Malawi, dans une lettre pastorale publiée dimanche, 7 évêques catholiques ont fait part de leurs appréhensions concernant la gestion de leur pays. Les hommes en soutane dénoncent notamment l'inertie supposée de Lazarus Chakwera face à la corruption qui prendrait des proportions inquiétantes à Lilongwe. L'omerta sur le sujet, ajoute-t-il, est aux antipodes des promesses électorales tenues par le président. Lazarus Chakwera, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption,
fermerait donc les yeux sur des pratiques de ses collaborateurs. En janvier pourtant, 7 ministres ont été limogés pour corruption. Mais le président peine encore à convaincre l'opinion publique de sa volonté réelle de faire le ménage au sein du gouvernement. En décembre 2021, une enquête avait conduit aux arrestations de l'ancien ministre des Finances et de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, soupçonnés d'avoir manipulé des comptes pour obtenir des prêts du Fonds monétaire international. Les évêques demandent au Parlement d'adopter un cadre juridique favorisant des gouvernements de coalition. Dernier sujet relatif donc à la religion. Alors c'est un vieux débat aujourd'hui qui mérite d'être dépoussiéré au regard donc de l'actualité. L'Église peut-elle s'ingérer dans les affaires politiques d'un État? Déjà, moi je dirais dans un premier axe, les justifications de l'ingérence. En grand 1 pour parler comme le juriste et en grand 2 les limites. Est-ce que nous avons le temps pour tout cela rapidement? Voilà, donc rapidement, pour moi l'Église est sel et lumière. Donc l'Église, dans une certaine proportion, pourrait effectivement s'en baigner dans la politique politicienne consistant à la conquête et à l'exercice du pouvoir, pourrait jouer son rôle d'éclaireur de la société. Dr Maté, religion et politique sont très souvent en conflit quand on sait que ces deux entités ont le même objectif, celui du bien-être de l'homme dans la société. Alors, est-ce que c'est, j'allais dire, ce point commun qui crée souvent le conflit entre religion et politique? Mais bon, religion et politique, c'est la même cible. C'est la même cible parce que la religion ne fait pas de distinction, c'est toute la population. Et la politique d'ailleurs, donc c'est la même cible. C'est les mêmes personnes qu'on retrouve à l'église qu'on retrouve dans les partis politiques. Parce que quand tu prends le parti politique de religion de manière générale, vous allez trouver des musulmans, des chrétiens, etc. dans le parti politique. Donc, quand vous retournez dans les différentes religions, ce sont ces mêmes personnes que vous retrouvez. Donc, il est clair que ici, ce que l'Église ne doit pas faire, c'est de franchir la ligne rouge. La ligne rouge, derrière, avant la ligne rouge, c'est de pouvoir, un peu comme l'a dit le docteur Lago, le sel, de pouvoir appeler, alerter, pour dire attention à ce que vous faites. C'est dangereux, parce que quand ça va atteindre, l'Église est impliquée, les gens de l'Église sont impliqués. Donc vous voyez, et l'Église quelque part, surtout l'Église catholique, est un des plus grands investisseurs dans l'éducation. Ils sont à la base de l'éducation moderne. Donc, et quand ça va pas aller et qu'il y aura une pression sociale, l'Église catholique a aussi une grande action caritative et puis d'autres églises, ça va répercuter sur l'Église. Quand il y aura la corruption, puisque la corruption va entraîner la pauvreté, etc., ça va se répercuter. Donc l'Église a raison quelque part d'intervenir et de dire attention. Maintenant, l'autre élément, c'est qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? C'est que un homme d'église commence à vouloir se dire que je vais devenir président, je vais devenir ministre, etc. C'est cette ligne rouge qu'il ne doit pas franchir et ils doivent le faire savoir clairement dans leurs déclarations que nous ne comptons pas franchir la ligne rouge et nous nous tenons dans notre Une question rapide. On constate que c'est plus l'Église catholique qui interpelle les politiques. Les églises protestantes évangéliques sont très souvent muettes. Quelle est la raison selon vous? J'ai deux raisons. Parce que l'Église catholique a un rôle dans le Conseil des Nations, un rôle politique. Lorsque vous prenez le Vatican, le Vatican est un État et un statut en droit international. Ils ont même un rôle, une place d'observateur à l'ONU. Donc l'Église catholique, dans son histoire, a un rôle politique avec la prééminence du Vatican, qui est juste un petit État, mais qui est doté de prérogatives diplomatiques, de prérogatives juridiques importantes. Maintenant, lorsqu'on laisse cet aspect juridique, l'Église catholique également joue sa mission religieuse, comme je le disais, qui est d'être sel et d'être lumière. Donc, ceci peut expliquer cela, selon moi. Docteur Maté, le mutisme de l'Église protestante évangélique devant des questions politiques que soulève très souvent l'Église catholique. Ben, je prends les raisons que le docteur Lago a évoquées, mais je les interprète autrement. C'est parce que, comme il a dit, l'Église catholique est considérée comme un État et les non-apostoliques sont des ambassadeurs au même titre que l'ambassadeur de France, etc. Donc, quand l'Église catholique parle, quand vous vous attaquez à eux, vous attaquez à un État. Et il peut y avoir des répercussions. Tandis que vous, qui êtes le pasteur du coin, quand vous critiquez le gouvernement,
Vous pouvez ne pas rentrer à la maison. Est-ce que c'est un manque d'organisation de l'Église évangélique? L'Église évangélique ne parle pas d'une même voix aujourd'hui. Oui, est-ce que c'est une insuffisance structurelle? Mais est-ce que quand tu vas critiquer en tant que pasteur, tu vas critiquer le président de la République, est-ce que tu peux rentrer à la maison ou bien tu vas à la Maca? C'est là toute la question. Les gens ont peur. Oui, mais une église forte pourrait quand même protéger. Oui, je pense qu'aux États-Unis, les évangéliques ont un grand rôle, même dans l'élection des présidents. Oui. C'est une cible à conquérir. Absolument. Parce qu'ils sont organisés. On a vu le soutien de l'église évangélique à Donald Trump. Oui, parce qu'ils sont très organisés. Donc, l'église ivoirienne et africaine gagnerait, l'église évangélique gagnerait à être mieux organisée et à parler d'une même voix. Voilà, elle pourrait certainement être aussi forte que le Vatican, que l'église catholique peut-être. Oh, ça pourra venir. Le Vatican, c'était plusieurs années également de... C'est une question d'organisation. De construction. Voilà. Alors, dernière question sur le Malawi, pour revenir à l'actualité. Lazarus Chakwera, arrivant au pouvoir, a promis de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, ce n'est pas chose faite. On a vu l'Église catholique lever de la voix. Selon vous, qu'est-ce que ferait le problème pour lutter véritablement contre la corruption avec ce régime de Lazarus Chakwera, qui est d'ailleurs un homme de Dieu, pasteur? Je pense que l'Église catholique... a été un peu virulent et trop exigeant. Est-ce que c'est parce que c'est un pasteur évangélique, etc. Il y a toujours ces petites querelles entre les catholiques et les évangéliques. Parce que vous pensez que ça a une influence, selon vous? Oui, parce que je le pense. Parce qu'il a quand même mené des actions. Et dites-moi le nombre de ministres qui ont été mis en prison dans notre sous-région. Il n'y en a pas. Donc, il a quand même mené ses actions. Mais la corruption se combat à 3 niveaux. Et là, c'est là où on peut donner raison à l'Église catholique. Par des actions fortes, comme le disait Kagame, personne n'est à l'abri, puisque Lazarus a même arrêté, a fait mettre en prison le gouverneur de la Banque centrale. Donc, il a mené ses actions. Mais les 2 autres niveaux auxquels peut-être l'Église catholique le pousse à agir, c'est au niveau des textes. Il ne faut pas que ce soit des actions sporadiques. Il faut que dans les textes, ça soit bien écrit, libellé. Et deuxièmement, l'éducation aussi. Parce que ça commence par l'éducation à tous les niveaux, dès l'école primaire, sur l'importance de la bonne gouvernance. Docteur Lago, ce sera donc certainement la dernière intervention de cette émission. Oui. Alors, le président pasteur Lazarus Chakwera avait promis de lutter contre la corruption. Comment expliquer aujourd'hui que ce fléau continue dans la société? Je pense qu'il y a déjà l'interpellation de l'Église catholique. Il peut y avoir l'interpellation de la société civile. Il gagnerait à prendre toutes ces interpellations en compte et à travailler. Et je pense qu'on pourrait également lui donner le temps pour pouvoir également travailler sur le secteur de la corruption. Je rappelle que lutter contre la corruption, ce n'est pas un épiphénomène et ça ne se fait pas d'un clic des doigts également. Donc, c'est déjà bien d'écouter les griefs qu'on lui fait et avec son équipe gouvernementale, travailler parce que ce qui serait plus grave et dommageable serait de ne pas écouter. Voilà, un gouvernant doit écouter. Merci à tous les deux. Je recevais, amis téléspectateurs, comme de tradition, 2 analystes de la situation politique. De mon côté droit, docteur Maté, je rappelle qu'il est enseignant, docteur en économie et conférencier international. Il est titulaire d'un doctorat d'État américain en économie. Et puis, docteur Lago Mayul Alex, il est titulaire d'un doctorat unique en droit public, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences juridiques, administratives et politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Avec vous, nous avons parcouru l'actualité africaine internationale. Ça a été un grand plaisir et très passionnant d'ailleurs, vos différentes interventions. On se retrouve dans 15 jours, amis téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.